Tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé? Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Pas la rusée. Si vous vouliez m'aider, mon petit docteur, à faire valoir un engagement que j'ai de lui. Le jour de son mariage. On en rond des plus avancés. Et si je le craignais d'éventer un petit secret des femmes? En ont-elles pour le médecin du corps? Vous savez que je n'en ai pas pour vous. Bonjour à tous. Alors, vous allez en fait commencer par répondre à une question dans votre tête. D'après vous, pourquoi j'ai commencé la vidéo avec ces deux enchaînements? Alors, je m'adresse à la fois aux 205 et aux premières. Donc, il y a ou bien Don Juan ou bien le mariage de Figaro. Et selon vous, pourquoi j'ai commencé avec cet enchaînement des textes et de ces mises en scène? Vous y avez réfléchi? Donc vous en doutez, c'était pas très difficile, c'était pour vous rappeler que le texte de théâtre, sa spécificité, c'est qu'il n'a pas à être lu au départ, il doit être joué ou représenté. Et donc pour comprendre, pour analyser un texte de théâtre comme on vous le demande, il faut vraiment garder ça tout le temps en tête. Texte à être représenté. Ça ne veut pas dire que dans un commentaire pour le bac d'une pièce de théâtre, dans une lecture linéaire à l'oral, vous allez donner toutes vos idées de mise en scène pendant 10 minutes ou sur 6 pages. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Mais par contre, quand on vous demande d'analyser comment le texte fonctionne, les effets qu'il produit sur le spectateur, il faut bien garder en tête que là, il n'y a pas de lecteur normalement, qu'il y a un spectateur. Alors évidemment, dans l'histoire du théâtre, il y a eu des exceptions. Au XIXe siècle, il y a un auteur romantique, Musset, qui voulait écrire des pièces uniquement pour être lues dans les fauteuils. Bon, c'est un auteur qui est très très joué sur scène. Donc ça signifie que votre texte de théâtre, il faut vraiment regarder tous les aspects puisqu'il faut interpréter ce qui va être joué. Vous savez sans doute de vos années collège, des années précédentes, que le texte de théâtre, on distingue deux choses différentes. Les répliques, c'est la partie du texte qui est destinée à être prononcée sur scène, c'est ce que vont dire les acteurs jouant des personnages. Et il y a ensuite tout le reste, ce qu'on appelle les didascalies. Donc les didascalies, c'est toute la partie du texte de théâtre qui n'est pas prononcée sur scène. Ça inclut les noms des personnages, ça inclut la division en chapitres et en actes, et surtout, ça inclut les indications de jeu, les mouvements des personnages, donc ce qu'on appelle les indications scéniques. Et en général, quand on parle de didascalie, c'est plutôt ce dernier sens un peu restreint qu'on donne. Une didascalie, c'est les indications de scène. Ça va être vraiment très important, comme on va le voir tout de suite. Donc je vous propose maintenant de regarder le document PDF ou ODT. Le JPEG ne marche pas pour le moment, désolé. Avec le vocabulaire, on va commencer à regarder la première page ensemble pour cette première vidéo. Alors, on peut maintenant commencer à regarder le vocabulaire d'analyse que vous allez pouvoir utiliser ou lire dans vos lectures, dans vos devoirs. On a déjà vu ce que c'était que les didascalies, les dialogues, les répliques. Alors je le répète, les didascalies sont bien des indications de mise en scène, mais dans le sens très précis, très large, c'est toute la partie du texte qui ne se prononce pas sur scène. Donc c'est aussi les noms des personnages, la liste des personnages au tout début par exemple, et vous verrez que ça a une importance capitale. Si vous avez bien retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, ça signifie vraiment que les didascalies font partie du texte. Donc vous devez les commenter quand il y a des choses à dire, notamment au niveau des indications de scène. Donc dialogue, réplique, je ne reviens pas sur ce que c'est. Vous regardez des éléments, vous dites est-ce que ça c'est une réplique, est-ce que ça c'est une didascalie, est-ce que c'est un dialogue. Donc pour donner l'impression qu'on a affaire à un dialogue authentique, on va utiliser un certain nombre de procédés, c'est ici en dessous, qui donnent au dialogue l'apparence d'une conversation et d'une certaine perfection. Donc par exemple, les paroles vont être coupées. On commence une phrase et puis elle se termine dans la réplique suivante, donc un personnage termine la réplique d'une autre. Bref, des mots qui sont répétés.
Donc c'est des procédés qui donnent l'illusion qu'on a affaire à un véritable dialogue, à une vraie conversation. C'est ce qu'on va appeler l'enchaînement des répliques. Alors voilà un nom assez rigolo, mais que vous allez peu utiliser parce que c'est surtout pour le théâtre en vers, hein, le théâtre qui rime, avec des rimes versifiées. La stichométie, c'est une succession de répliques très brèves dans une pièce versifiée, un vers ou moins, qui accélère le rythme. Alors je vais vous en donner un exemple là dans un extrait de Tartuffe, où vous voyez que le père, Orgon et Marianne échangent des petites répliques très très rapides. Donc là on est carrément moins d'un vers, on est parfois à une syllabe. Il y a eu un malentendu et ils sont en train de lever le malentendu tout d'un coup. Donc la stichométie, c'est ça. Voilà, on ne parle pas vraiment de ça quand c'est du théâtre en prose. Une tirade, vous faites bien attention aux trois éléments qui viennent ensuite. Une tirade, récit, monologue. Donc une tirade, c'est une réplique longue qui va permettre de donner des informations sur la psychologie du personnage, sur son état d'âme qui exprime sa passion. Le récit, donc ça peut être dans une tirade par exemple, c'est un long discours dans lequel un personnage va évoquer des événements qui ne vont pas être montrés sur scène. Vous vous souvenez peut-être, et puis on va plus en reparler dans une prochaine vidéo, que dans le théâtre classique par exemple, les règles de bienséance empêchent de montrer des morts ou des meurtres sur scène, ou des bagarres, ou des monstres en train de tuer des héros grecs. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là pour raconter? On va raconter ce qui s'est passé directement sur scène, dans le cas d'un récit. Et enfin, un monologue, et je vous demande de faire très attention entre la différence entre un monologue et une tirade. Un monologue, donc ça va être une tirade, mais quand les personnages sont le plus souvent seuls, ou en tout cas quand ils ne s'adressent pas à d'autres personnages. Ils expriment leurs pensées. Et quand la personne débat avec elle-même pour savoir de quoi il s'agit, on parle de monologue délibératif. Le terme délibératif, on l'avait vu dans la séquence consacrée à l'argumentation. Hein, on pèse le pour et le contre pour savoir ce qu'on va faire dans un monologue délibératif. Donc faites bien attention, je ne veux pas que vous me qualifiez une tirade de monologue. Un monologue, c'est quand on est seul sur scène, ou en tout cas quand on ne parle au spectateur, pas à soi-même. Un aparté, pour finir sur cette partie du texte théâtral, c'est les paroles d'un personnage qui se font à l'insu des autres. Je vous donne un exemple ici dans Don Juan. Hein, donc vous le voyez ici, Sganarelle qui commente l'insensibilité de Don Juan. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure, par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre! Vous pouvez regarder les définitions de contrepoint et faux dialogue, mais là on ne va pas s'encombrer la tête avec ça. Rapidement, on regarde, mais ça sont des choses que vous connaissez déjà, ce que c'est qu'un acte, ce que c'est qu'une scène, donc la division en acte et en scène. Dans les pièces que l'on est en train d'étudier ensemble, qui sont très classiques, voilà, c'est des suites de scènes formant une unité, chaque acte contient une partie de l'action, et les scènes, c'est des divisions d'un acte, et qui sont délimitées par l'entrée ou la sortie d'un personnage. Dans Le mariage de Figaro, on a beaucoup de scènes dans les actes, tout simplement parce que les personnages entrent et sortent beaucoup. Regardez par exemple l'acte 2, les scènes 16, 17, 18, 19, à chaque fois quelqu'un qui rentre, qui sort du cabinet ou de la chambre de la comtesse. Donc parfois c'est 2 lignes et ça fait une scène. Le nœud, c'est le moment où l'action va réellement commencer, ou en tout cas ça montre bien la métaphore du nœud. Les personnages, le désir des personnages va s'opposer à des événements qui sont contraires. Donc le nœud va arriver très souvent à la fin du premier acte, parfois dès le début. Juste avant, vous avez vu, je vous ai mis l'exposition, mais je vais vous demander, il y en a certains que j'ai déjà demandé, de me donner la définition, donc vous allez la chercher par vous-même si vous ne la connaissez pas. C'est pas très compliqué. Les péripéties et les coups de théâtre, en général, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est les changements de destin, et de façon plus générale, ça peut être des choses qui sont très surprenantes, hein, qui sont inattendues, et parfois ça peut être aussi quelque chose d'improbable. Et enfin le dénouement, il y avait le nœud, donc à la fin, le dénouement, l'action s'achève, la volonté des personnages ou bien arrive à triompher des obstacles, ou bien elle est totalement dépassée, notamment dans la tragédie, donc on file la métaphore du nœud.
Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Au niveau de la qualité, pour le moment, je vais essayer de faire vite, donc la qualité ne sera pas très très bonne. Voilà, à une prochaine vidéo.